La suite de BFM Story avec une garde à vue qui devrait bientôt se terminer pour l'activiste russe Piotr Pawlenski ainsi que sa compagne Alexandra de Taddeo. Cet activiste russe, c'est lui qui est à l'origine de la diffusion de la vidéo sexuelle de Benjamin Griveaux et sa compagne serait la destinataire de cette vidéo, de ces vidéos incriminées. On va en parler dans un instant, mais priorité au direct. Non, pas tout de suite. Alors, on a été un peu rapide parce qu'on attend une réaction d'Édouard Philippe sur le départ d'Agnès Buzyn du gouvernement, conséquence de l'affaire Griveaux. Mais restons sur notre garde à vue et sur cette question, c'est qui a organisé ce piège tendu à Benjamin Griveaux? Tout à l'heure, la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, nous disait Pawlenski a sans doute été aidé. Alors, a-t-il été aidé par Juan Branco, notamment l'avocat de l'activiste russe qui était l'invité ce matin de BFM TV? Toutes ces questions, on va les poser à ceux qui sont autour de la table. Sarah Loukohen, bien sûr, la chef du service police-justice de BFM TV. Anne-Sora Dubois, bonsoir. Journaliste politique ici à BFM TV. Maître Lazareg, bonsoir. Alexandre Lazareg, vous êtes avocat spécialisé dans le droit de la presse et du numérique. Je commence par vous parce que depuis quelques jours, certains députés nous explique que c'est le problème des réseaux sociaux, des fake news, de l'anonymat. Est-ce que c'est vraiment ça le problème dans cette affaire ? Je pense que les réseaux sociaux, d'une façon générale, c'est un phénomène, c'est un avènement. Aujourd'hui, il faut en prendre conscience et il y a énormément de délits qui sont commis sur Internet. Chacun doit en avoir conscience et il faut être prudent. La problématique ici, Benjamin Griveaux a manqué de prudence, mais ça ne concerne pas que les personnalités publiques. Chacun d'entre nous devons savoir que notre vie privée est menacée à travers les réseaux sociaux. Donc, je ne veux pas tenir des propos négatifs à l'égard d'Internet. C'est un moyen de communication que nous utilisons pour vivre, pour travailler. Ceci étant dit, il faut être conscient que c'est un univers criminogène. Parce qu'au départ, c'est une conversation privé, un message privé, des messages privés envoyés entre Benjamin Griveaux et cette jeune femme. Les réseaux sociaux n'interviennent pas, en fait, au départ dans cette histoire. Oui, mais les réseaux sociaux, ou disons Internet, d'une façon générale, a été le moyen de commettre, comme on dit en droit pénal, l'infraction. Et donc c'est ça qui est nouveau, car tous les délits qu'il y a sur Internet, ils existaient avant Internet. Simplement, Internet a permis, a donné une ampleur différente, un angle différent à ces délits. Et aujourd'hui, nous devons avoir conscience que, voilà, c'est un mode de commission d'infraction et ça change d'une certaine manière la donne. Quand même. Vous parlez d'infraction, est-ce que c'est pas l'impunité la plus totale justement sur Internet? On peut tout dire, critiquer, insulter, diffamer. On a l'impression qu'il se passe rien derrière. Disons que le législateur a pris un certain nombre de mesures. En tout cas, il a conscience qu'il y a sur Internet des délits qui sont propres à Internet. C'est ce qu'on appelle la cybercriminalité. Il y a un arsenal législatif qui s'est construit peu à peu. Par exemple, le délit dont a été victime manifestement Monsieur Griveaux, peut faire l'objet donc d'une sanction pour ses auteurs. Donc, il n'y a pas une impunité. Simplement, le délit, c'est atteinte à la vie privée. Il y a atteinte à la vie privée, il y a diffusion d'une image de son intimité sur Internet sans son consentement. Oui, ça fait partie de ce qu'on appelle la vie privée. J'ai envie de dire, ça arrive tout le temps. Là, on en parle parce que c'est Benjamin Griveaux, mais on a régulièrement des cas de jeunes filles, de jeunes hommes harcelés, souvent d'ailleurs dans le cadre scolaire. Ouais. Est-ce que derrière, il y a des poursuites? Est-ce qu'il y a des sanctions en fait? Depuis 2016, le législateur a pris des mesures. Le code pénal sanctionne, réprime sévèrement cette situation. Donc c'est bien qu'il a compris qu'il y avait un phénomène nouveau sur lequel il fallait réguler, mais simplement il y a des limites, je dirais, irrépressibles d'une certaine manière. Le législateur ne peut pas tout faire pour une raison simple. Ça tient au caractère extraterritorial d'Internet. Une fois que vous avez dépassé les frontières nationales, vous n'avez plus de prise sur ce qui se passe sur Internet. Vous pouvez sanctionner l'auteur, vous pouvez le poursuivre, le cas échéant, il pourrait être condamné, mais la vidéo en elle-même, une fois qu'elle a dépassé la frontière, elle s'est diffusée de façon virale. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Sauf à multiplier les procédures judiciaires dans tous les pays et dans des pays qui n'ont pas nécessairement la même conception que nous de l'intimité, de la vie privée, eh bien, vous êtes livré, si je puis dire, au public mondial et c'est une humiliation mondiale. Alors en attendant, cet activiste russe est toujours en garde à vue. Les 48 heures sont pas encore dépassées. C'est d'ici quelques heures. Ensuite, sans doute, une mise en examen dans la foulée? Oui, il y a plusieurs possibilités. Soit le parquet ouvre une information judiciaire confiée à des juges d'instruction qui peuvent à ce moment-là décider de mettre en examen ou pas le couple, soit ils attendent et l'enquête se poursuit et soit elle sera classée sans suite, soit ils seront renvoyés devant un tribunal correctionnel.